Tu prends place dans l'avion et tu regardes autour de toi. C'est un gros avion, spacieux et neuf. Tu lèves les yeux, quelque chose attire ton attention sur ce petit compartiment au-dessus de ton siège, qui contient ton masque à oxygène. En y réfléchissant, tu ne l'as jamais vu que pendant les démonstrations de sécurité en vol. Tu te dis que c'est sans doute mieux comme ça, et tu te détends dans ton siège. Plus tard, pendant le vol, des cris et des secousses puissantes te réveillent. L'une des hôtesses de l'air dit quelque chose d'une voix pressante, mais, encore désorienté après ta sieste, tu n'arrives pas à saisir le sens de l'annonce. Et puis, juste devant ton visage, tu vois un masque à oxygène. Tu places le masque sur ton visage, tu as bien fait attention à la démonstration de sécurité, n'est-ce pas ? Puis tu agrippes les accoudoirs et fermes les yeux en essayant de te calmer, même si cela semble impossible. Mais sais-tu ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ton masque à oxygène ? Eh bien, parlons-en. Un masque à oxygène se déploie automatiquement en cas de dépressurisation de la cabine. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. Par exemple, des problèmes avec le fuselage ou un mauvais fonctionnement des valves qui pompent l'air dans l'avion. Mais la plupart de ces incidents ne mettent pas la vie des passagers en danger. Enfin, si les masques se déploient comme ils sont censés le faire. Le problème de l'air au-dessus de 3000 mètres d'altitude est qu'il contient trop peu d'oxygène pour que les gens puissent le respirer. C'est pourquoi, dès qu'un avion dépasse cette altitude, le système de pressurisation entre en action. Sa tâche principale est de créer les mêmes conditions respirables qu'à une altitude de 1500 à 2500 mètres. Si, pour une raison quelconque, ce système s'avère défaillant, les masques à oxygène tombent. Si cela se produit, il est crucial de mettre ton masque dans les 18 secondes après son déploiement. Si tu hésites, tu ressentiras très vite les effets du faible taux d'oxygène dans ton sang. Tu vas somnoler, et si tu continues à ignorer ton masque à oxygène, tu risques de t'évanouir. Bref, tu as agi rapidement et tu peux maintenant respirer librement. Mais pour combien de temps ? Est-ce vraiment de l'oxygène que tu inhales ? Tout d'abord, tu remarques avec horreur que ton masque ne se gonfle pas. Ne t'inquiète pas, il n'est pas censé se lever et s'abaisser en même temps que ta respiration. Donc, tout fonctionne parfaitement bien, même si tu as l'impression que ce n'est pas le cas. Maintenant, accroche-toi. Voici une nouvelle choc. Il n'y a en fait pas d'oxygène dans le masque. À la place du gaz, il y a plusieurs produits chimiques. Lorsqu'ils se combinent, ils reproduisent l'oxygène respirable. La principale raison de l'utilisation de ces produits chimiques est la sécurité. Ce mélange est beaucoup moins inflammable que les bouteilles d'oxygène. Quoi qu'il en soit, la réaction chimique qui se produit dans un masque à oxygène déployé est la raison pour laquelle tu peux sentir une odeur de brûlé lorsque tu le mets. Ce sont les produits chimiques qui se mélangent et forment la nouvelle substance. En cas de véritable incendie, ton masque ne tombera tout simplement pas. Les produits chimiques à l'intérieur peuvent malheureusement alimenter les flammes. Et n'oublie pas que dans ton masque, il n'y a assez d'oxygène que pour 20 minutes au maximum. Ce temps est généralement suffisant pour que l'avion descende à l'altitude nécessaire. Lorsque les produits chimiques contenus dans le masque sont épuisés, le masque arrête le flux d'air. Mais à ce moment-là, tu es déjà à une altitude où tu peux respirer sans aide supplémentaire. D'ailleurs, les masques à oxygène ne sont pas utilisés très souvent. Sur les compagnies aériennes américaines, il n'y a eu que 2800 cas sur une période de 40 ans. En d'autres termes, l'oxygène supplémentaire n'a été nécessaire que 10 fois pour 1 milliard d'heures de vol. L'altitude de croisière moyenne d'un avion commercial est de 9500 à 11 500 mètres. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas monter plus haut que cela ? Eh bien, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est juste qu'ils ne le font pas. S'ils allaient plus haut, ils iraient au-devant de sérieux problèmes de sécurité. Tout d'abord, si un avion vole très haut, il lui faut beaucoup de temps pour revenir à une altitude sûre. Lors d'une urgence, comme une dépressurisation rapide où chaque seconde compte, cela peut devenir un problème grave. De plus, lorsqu'ils volent à des altitudes supérieures à 11 500 mètres, les avions ne peuvent pas communiquer avec les services au sol aussi bien qu'ils le font en volant plus bas. À des altitudes moindres, les avions peuvent aussi compter partiellement sur le vent. Et s'ils montent trop haut, sans soutien supplémentaire, ils gaspillent trop de carburant pour rester en l'air. Lorsqu'un avion monte trop haut, l'air ne peut pas fournir assez de portance pour que l'appareil continue à voler. La portance est créée par la différence de pression de l'air. Mais à haute altitude, cette différence n'est tout simplement pas suffisante. L'air a beau ne pas sembler bien concret puisqu'il n'est pas palpable, comme le métal ou le plastique, mais c'est pourtant l'une des choses qui maintient les avions en l'air.
Mettons qu'un avion se dirige vers l'espace. Il a de grandes ailes astucieusement conçues et des moteurs super puissants. Mais plus il monte, plus l'air se raréfie, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'air. Et alors, plus rien ne peut soutenir l'avion et l'aider à aller plus loin s'il y a un quasi-vide autour. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de fusées pour aller dans l'espace. Revenons à ton vol. L'avion est maintenant à une altitude sûre et tu n'as plus besoin de ton masque à oxygène. Mais un détail t'intrigue. Pendant toute cette épreuve de force, tu n'as pas entendu les pilotes mentionner une seule fois les détails de l'urgence. C'est parce que les pilotes font toujours très attention à ce qu'ils disent et à la façon dont ils le disent. Ils n'annoncent jamais rien de grave, comme un échec ou un dysfonctionnement. Ils minimisent tout problème en remplaçant visibilité nulle par léger brouillard, quelque chose est cassé par problème technique, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la scénarisation positive. « Hé, on dirait qu'on vient de larguer nos 2 ailes. » Bah, ça devrait nous soulager un peu de lest. Le personnel de cabine est aussi censé suivre cette règle. Mais les passagers perçoivent les annonces des pilotes comme plus importantes et y prêtent statistiquement attention 100% du temps. Quoi qu'il en soit, s'il y a un problème vraiment grave auquel tu dois te préparer, tu seras certainement informé. Maintenant, imagine ceci. Tu entres dans la cabine d'un avion spacieux. Et dès que tu trouves ton siège, tu réalises que pendant les prochaines heures, tu vas être coincé sur le siège du milieu entre 2 autres passagers. Mais oh, regarde! Il y a une rangée de sièges parfaitement vide à l'extrémité de l'avion. Il est temps de changer de place. Pas si vite. Tu dois garder à l'esprit qu'en faisant cela, tu pourrais mettre en danger la sécurité de tout l'avion. Vraiment? Tout d'abord, il est peu probable que tu sois la seule personne à vouloir changer de siège. Or, si plusieurs passagers le font, il pourrait perturber l'équilibre de l'avion. Et comme la plupart des avions sont extrêmement sensibles à toute modification de leur centre de gravité, cela peut avoir des conséquences pour le moins désagréables. Encore de la scénarisation positive. Les pilotes doivent connaître la répartition du poids dans l'avion pendant le décollage pour effectuer des calculs cruciaux. Si ces calculs sont erronés, il y a des chances que l'avion s'écrase dès qu'il essaiera de quitter le sol. Mais même si le pire ne se produit pas, les pilotes peuvent toujours avoir de sérieux problèmes pour contrôler l'avion. Par exemple, un pilote a failli ne pas réussir à faire virer son avion, alors que seulement 4 passagers avaient quitté leur siège assigné et s'étaient déplacés vers l'avant de la cabine. La situation était critique, car la piste était inhabituellement courte. Et si quelque chose avait mal tourné, l'avion n'aurait pas pu s'arrêter. L'équilibre de l'avion peut aussi être perturbé si le personnel de l'aéroport charge les bagages de façon incorrecte, par exemple dans le compartiment arrière au lieu du compartiment avant. Dans ce cas, l'appareil peut se cabrer trop vite et le pilote aura du mal à ne pas perdre de vitesse. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas du tout changer de siège dans l'avion, mais avant de le faire, demande à un membre du personnel de cabine si tu peux le faire en toute sécurité. Encore tout tremblant après la frayeur que tu viens d'avoir, tu essayes de te distraire. Heureusement, tu as un siège côté hublot et tu peux regarder les nuages et... Attends! Tu remarques soudain que les ailes de l'avion se courbent. Elles semblent osciller tellement fort que tu as peur qu'elles ne se détachent. Ne t'inquiète pas, les ailes sont conçues pour fléchir de cette façon. Si elles étaient rigides, elles se casseraient dès que la plus légère turbulence toucherait l'avion. Au fait, les pilotes recommandent aux passagers nerveux qui ont peur des turbulences de choisir des sièges au milieu de la cabine. Les turbulences affectent surtout les parties avant et arrière. La partie centrale, au-dessus des ailes, ne tremble pas tant que ça. Tu te sentiras peut-être un peu plus détendu en sachant que les avions peuvent fonctionner en toute sécurité avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Et que 2 moteurs qui tombent en panne en même temps, c'est presque du jamais vu. Même si une telle défaillance se produit, ton avion ne tombera pas du ciel comme une pierre. Si les 2 moteurs cessent de fonctionner à haute altitude, les pilotes ont encore au moins 20 minutes pour trouver un endroit où atterrir. Un avion peut atterrir même si son train d'atterrissage est cassé. Cela peut sembler effrayant, mais si le train est coincé, les pilotes n'ont qu'à faire glisser le ventre de l'avion sur la piste. Si tout est fait correctement, de tels atterrissages sont plus ou moins sûrs. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point d'atterrir à destination, enfin, plus ou moins.